avoir une commission rogatoire, c'est compliqué hein, pour nous emmerder. Et on n'est pas des gens faciles, on est plutôt résistants. Je ne parle pas du nombre de procès avec l'administration, le pénal, les chambres criminelles, etc. parce qu'on ne peut pas. On les emmerde complètement, le facilité il est régulier pour eux, ils le savent. Mais c'est toujours pareil, hein, quand le mec tape et qu'il se dit putain, ça fait 35 ans que ce mec me fait chier, ça fait du monde, hein. 35 ans, il faut tenir quand même. Ça en fait beaucoup, hein. Des commissions rogatoires, des sites, des bordels, des conneries, et on a réussi. On les a tous épuisés un par un. Enfin, ça se passe pas trop mal. Enfin, nous, l'Internet pour nous, parce que j'ai un jour, on avait une page Horizon du Monde, je me suiciderais pour faire le tour d'Internet. Quand c'est une page Horizon du Monde du 97, alors les mecs, je sais pas évidemment, je dis, alors tu suicide, mais pourtant, dommage, je m'éclate comme un fou, c'est géant. Même chaque année, tu gagnes voilà, du temps de vie. exactement, je dis là, comme c'est parti, c'est géant. Finalement, avec Yann, bon, on est un peu de la même génération. Nous, pour nous, on s'est picousé, littéralement, avec cette littérature, avec tout ce qui est post-apo, cyberpunk, etc. J'ai arrêté les années 70 avec Soleil Vert, après, bon, les films de Carpenter et compagnie. Donc, pour nous, tout ce qui arrive aujourd'hui, à gens de 55-60 ans, pour nous, a une visibilité avec Yann absolue. Pour nous, c'est concret, c'est une dystopie parfaite, accomplie, autoréalisatrice. Alors que la plupart des mecs se déchibrent actuellement. Je vous ai passé des 50 ans, les mecs, vous entendez les Philippe qui crament. Hein. Je parle même des 3e cycles, ça fait cric-cric. Et que non, pas du tout. Voilà. Donc nous, on est toujours dans l'expérimental. Là, on est par exemple dans une nouvelle procédure de cryptologie dans Internet. Dans le Darknet, on fouille, on cherche. Et on cherche en permanence. Donc en même temps qu'on a la chance de faire Price, qui est la plus grosse base de données mondiale sur l'art. Donc on gère quand même 4,5 millions d'abonnés dans le monde, ce qui nous permet, nous, en même temps, de faire de la recherche fondamentale. Donc on cherche toujours midi à 14h. On a été, je dirais, parmi les tout premiers en Europe à être dans le Linux. Vraiment, quand Phaser Linux était à ses tout début de ligne de programmation. Je me souviens, on faisait les premières, on montrait aux gens comment on pouvait faire une mise en page de lettres sous Linux. Les gens faisaient des vidéos comme ça. Donc je crois qu'à l'époque, Linux, on était à peu près une vingtaine en France. Pareil, on avait plein d'images artificielles. On a démarré l'image artificielle avant le Mac en 1983 avec l'Imagina à Monte-Carlo, où la notion même d'image artificielle n'existait pas. Voilà. Donc c'est tous ces trucs-là qu'on a fait, et on avait démilitarisé à l'époque des cartes graphiques de Matra qui servaient dans le spot, ce qu'on appelle spot 1 et spot 2, qui était leur satellite radar. Donc en fin de compte, on avait des grosses cartes satellitaires qui faisaient 3000 par 2000, et on faisait des passes de rouge, vert, bleu pour pouvoir insolariser des dos 4-5 inches. Donc toujours pareil, un gros temps d'avance technologique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit finalement un jour c'est amusant parce qu'on a fait venir une bande d'auditeurs, bon, des têtes de cons gentils comme tout, mais de Deloitte & Co. Et on les a léchés comme des lapins de Garenne, lâchés pendant 15 jours. Je leur ai dit, vous trouvez la critique, vous trouvez la faille. Et ils ont remonté évidemment les 35 ans du groupe, de tout ce qui s'ensuit, des histoires les plus dingues et compagnie. Et les mecs sont repartis complètement démoralisés, ce qui fait d'ailleurs gueule leur gueule, on les laisse remettre des manifs blagues, parce qu'ils ont dit, putain, tout ce qui a été fait, au départ ils ont dit c'est le grand bordel, c'est n'importe quoi, on se demande comment cette boîte peut être en bourse, etc. C'est le bordel le plus absolu que le groupe, ça part dans tous les sens, dans 4 coins du monde, c'est n'importe quoi. À la fin, les mecs étaient fracassés en disant, finalement il y a un ordre dans le chaos. Et ça se comprend, ils disent écoutez, non, on arrête, voilà, on rend notre mission, tout a une logique incroyable, mais là on n'est plus du tout compétent. Enfin, c'est bon signe, hein. Vu la tête qu'ils faisaient en partant, après, on était quand même sympa. Voilà, donc en gros, vous remarquez, donc la demeure est en fait toute connectée. Il y a des kilomètres de fibre optique, tout ce qui s'ensuit, donc il y a l'RJ45, il y a du réseau 132 de tous les côtés, dans tous les coins les plus paumés. Et on essaye avec Marc à chaque fois toutes les technologies, tous les trucs possibles, imaginables. Là, par exemple, on montrait, j'étais avec Yann, je montrais le DxO. Cette petite navette qui se trouve sur un iPhone, un iPad, n'importe quoi, qui nous permet d'avoir un dos de 20 MB comme vous voulez. Et d'avoir. On cherche toujours de tous les côtés les recherches. On recherche en top notamment la distribution d'Internet par les lumières. On appelle les bêta-tests. Donc voilà, on recherche tous les endroits, toutes les connectivités possibles. On gère le GIX de Lyon. Donc notamment, donc le GIX est important parce qu'on était les premiers à se battre pour qu'il y ait un GIX à Lyon. Sachant qu'avec Internet, on est le seul pays à avoir tout mis à Paris. Internet étant par nature un processus décentralisé, on a trouvé le moyen de tout centraliser à Paris. Donc on a mis des années de combat pour créer un GIX qui ping sur Milan et sur Genève. Le GIX, c'est quoi? On a le CRNRS. Hein, le GIX, c'est quoi le GIX, c'est ce qu'on appelle les points d'interconnexion nodale, c'est les grands ponts sous-marins qui permettent entre opérateurs, nous on a une structure d'opérateurs. Donc on est ce qu'on appelle carrière to carrière, on est au-dessus d'un opérateur comme France Télécom, vu qu'on est initialement dans l'Internet, on est les seuls par exemple en France sur une classe B. Une classe B c'est 256 exposant 2 numéros d'IP. La classe B maintenant c'est ce qu'on appelle les classes intercontinentales. Mais à l'époque, bah voilà quoi.
Donc, conclusion des courses, le GIC, si tu veux, c'est ce qui permet de faire du peering entre gros opérateurs et entre carrière toute carrière, comme le Velfree par exemple. Voilà, et donc, on a pu en mettre un à Lyon en disant c'est quand même ridicule de passer par Paris. On a Genève avec le CERN, on a Milan où Google arrive, voilà. Donc voilà un peu ça. Et la demeure du chaos est entièrement construite. En fin de compte, c'est assez subtil parce que c'est un incarnat. On est en tout temps sur Internet. La demeure du chaos, pour vous donner une idée, le livre que vous aurez, là, celui-là, il a été chargé 37 millions de fois gratuitement sur PDF ou sur Issue. Okay, mais pour autant, il y a un incarnat physique. C'est important pour les gens encore. C'est-à-dire que la demeure du chaos est un aigle à deux têtes. C'est un peu comme l'aigle de Bismarck. Elle a ce côté, je dirais, physique, vous allez voir, qui est un incarnat réel. Et de l'autre côté, elle est sur le numérique de tous les côtés. On donne tout gratuit. Donc ils ont, de mémoire, ils ont à peu près 120 000 photos def, allant de 10 à 20 mégabits. Ils ont pratiquement 700 à 800 heures, non, plutôt 1200 heures de vidéo. Avec de la prod, on fait notre propre nous-mêmes, on a nos propres circuits de production. Donc vous voyez, il y a cette double altérité qui marche très bien. Et pour comprendre un peu la demeure du chaos, c'est tous les événements géopolitiques. Vous avez près de 1800 portraits, 5400 sculptures. En gros, on est parti de 3 phases dans le chaos. On est parti sur le chaos alchimique au départ. Ça devait se faire tranquillement. En 99, assez coulot. Bon, j'étais à l'époque à la Grande Nationale de France, ça fait 30 ans que je suis franc-maçon. Et j'avais fait un truc sur l'alchimie qui était intéressant, de dire l'alchimie, finalement, c'est une certaine connaissance de l'intime. L'alchimie n'est pas que transformer les métaux en or. Hein. C'est avant toute chose une démarche plus intime qui consiste à aller vers l'essentiel de la vie. Donc l'alchimie n'est pas... Oui, c'était des anciens chimistes, des proto-chimistes, mais à la base, c'est toute une démarche philosophique. Et finalement, l'alchimie, on l'a dans la chrétienté, dans la gnose chrétienne, on l'a dans le monde arabe, dans l'islam, chez les soufis, on l'a notamment dans le Zohar juif. Donc ça nous permettra de voyager, je dirais, de grande civilisation en grande civilisation. Et puis est arrivé, entre autres, éléments du 11 septembre, où pour moi, le 11 septembre est un élément clé en termes de décision d'histoire. J'enseigne entre autres, enfin j'ai eu l'époque le plaisir de passer à Sciences Po, de passer à des ESS d'affaires internationales, à des troisième cycles de droit, donc de leur faire passer un peu le message, le contenu, l'histoire de l'information. Et on s'est aperçu finalement qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire le 11 septembre, qui est un top départ. En gros, n'oubliez pas que vous vivez une génération où en 89, un sombre enculé qui s'appelle Fukuyama, qui a eu le plus beau manche le jour du 11 septembre, avait déclaré la fin de l'histoire, tout simplement. Je déclare la fin de l'histoire. Et tout le monde s'est mis dessus. Et le 11 septembre, c'est quoi? C'est le grand retour de l'histoire. C'est tout. C'est le grand retour de l'histoire. Et c'est que regardez, depuis le 11, c'est une histoire ininterrompue qui ne cesse de croître. Donc en fin de compte, le monde change comme il n'a jamais changé. On disait que Gramsci utilisait à toutes les sauces. Bon, Gramsci, ça fait quand même 15 ans que j'en parle à mes étudiants. Vous savez, Gramsci, qui était théoricien marxiste italien, qui disait une chose qui était très belle. Le vieux monde ne veut pas mourir, le nouveau monde tarde à émerger, et dans le clair-obscur surgissent les monstres. Maintenant, le pire, c'est ce qu'on disait avec Anne, tout le monde en profite. Mais nous, ça fait 15 ans qu'on raconte ça, parce que c'est vrai en plus. Le vieux monde est mort. C'est même pas qu'il y a de la nouvelle ou de l'ancienne économie, c'est que les mecs sont morts. Je leur dis, les mecs, vous êtes morts. Le CG, si on le fait, il est plat. Et il continue à se cramponner. Je vous signale qu'actuellement, l'État français est en train de passer des textes liberticides sur l'Internet, vous n'avez même pas conscience. Par exemple, il y a 3 semaines, il voulait interdire les liens HTML. Pour vous situer, on va dire une certaine personne qui a dit une phrase qui est remarquable, il a dit, il découvre l'Internet 30 ans après. Donc il légifère à tour de bras parce que c'est le branle-bas de combat, c'est on ne peut plus lever l'impôt, on ne sait plus qui fait quoi, on n'a plus de limite, on n'a plus de territoire, l'État, ce que c'est la carte et le territoire. Ah oui, mais enfin les enfants, il fallait s'y prendre avant, quoi. Voilà. Hein, donc là-dessus, nous on a beaucoup travaillé sur l'IPv6, on regarde beaucoup les différents protocoles, comment passer outre les écoutes. Donc de regarder différents systèmes dans Internet qui nous permettent de passer sans être forcément dans des gros tuyaux. Voilà. Et il y a toujours une possibilité. Hein. Quel que soit le système, le problème c'est que les États aujourd'hui se sont accaparés de l'informatique de manière redoutable. Bon, on ne va pas parler d'intelligence artificielle où on est plus dans un rapport fictif, mais dans des algos très intelligents. Les algos très intelligents font déjà suffisamment de dégâts. Maintenant, il faut voir comment on peut justement contrer les États. L'État aujourd'hui, clairement, les États notamment français, parce que j'explique à Yann, hein, depuis juin 2016, juin 2016, vous avez une réforme de la loi qui fait que vous oubliez l'état d'urgence, vous nous mettez tous au cul, votre état d'urgence, tout a été répliqué dans le code pénal en droit commun pour vous, simple mortel, pour toutes les conneries que vous pourrez faire les plus anonymes, tout est maintenant plaqué sur les lois d'exception. Ou même De Gaulle, qui était quand même un fasciste sympathique, demeurant un facho. L'état d'urgence ne doit pas demeurer 15 jours. Et ben maintenant, on a tout remis en droit commun. Donc, ils peuvent l'arrêter, n'importe quoi. Vous avez toutes les lois de disposition, et pas pour le terrorisme. Hein.
toutes ces lois maintenant touchent le droit commun, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde. Un flic peut travailler, par exemple, des OPJ peuvent travailler 4 ans, 5 ans sur vous, ce que j'expliquais à Yann, dans le cas d'une préliminaire 75 et suivante, trouver des indices graves et concordants contre vous. La loi fait que dans ces cas-là, il doit tout de suite saisir l'autorité répressive qui est le parquet ou le juge d'instruction. Et bien là, non. Il continue ça, et un beau matin, je convoque Yann au bout de 7 ans, en disant ben voilà, on a procédé à 540 personnes d'audition, on a fait 12 perquisitions, sans bien évidemment aucun contrôle ni de juge ni du parquet, et on aimerait vous écouter. Et le pauvre Yann va se prendre 5 ans de retard dans la tête. Voilà. Est-ce que c'est clair? Vous faites partie du groupe, j'excuse? Oui, on fait partie du groupe. D'accord, ok. Désolé, on a quelques minutes. Ok, non, mais aucun problème. Welcome. Voilà, donc maintenant je vous laisse visiter. Donc en gros, on a travaillé sur 3 chaos. Le chaos alchimique, qui est la materia prima. Alors on dit, dans la mythologie grecque, romaine, tout ce qu'on voudra, on dit que le dieu Chaos, de Chaos, naquit l'inanimé et l'animé. Que même la notion même de la nature divine, la notion de la matière humaine, le chaos est à l'origine des temps. On va dire qu'en mathématiques, le chaos serait une valeur absolue. C'est la Géoura, ce qu'on appelle entre autres, notamment dans la Kabbalah. C'est une valeur absolue, c'est une puissance absolue qui naît de la nuit des temps, d'accord, de tous les textes. D'ailleurs, le New York Times, à un moment, nous avait rebaptisé, c'est pour ça qu'on a pris ce terme. On a le rédacteur en chef du New York Times, mais qui était aussi en même temps un théologien avisé. Donc je m'en suis méfié, enfin, j'ai compris le truc. Il nous avait rebaptisé Abode of Chaos. Et je me dis, attends, Abode of Chaos, nous on est à New York, une partie du groupe, donc j'ai dit, c'est Home of Chaos, Chaos Mansion. Abode of Chaos, what is it? Et en réalité, c'est intraduisible en français, c'est les entrailles du chaos au sens vraiment Old Testament. Donc voilà, vous avez ce côté chaos et alchimie, avec tout ce que ça peut comporter de transformation spirituelle et en même temps opérationnelle. Vous avez aussi le chaos au sens mathématique du terme. Donc pour les matheux que vous êtes tous, qu'est-ce que c'est que la théorie du chaos? Vous savez, hein, c'est l'aile de papillon qui va au Texas, qui fait un tsunami au Japon. Mais pour aller plus loin, vous ne verrez pas parce qu'on a les différents personnages, c'est ce qu'on appelle la théorie de Glinck qui a été basée sur Francis Lawrence, qui consistait à dire, dans les années 80, j'ai un modèle mathématique, l'érosion des côtes du Finistère, la chute, une avalanche, le fond des neiges, un certain nombre de conneries ou un trouble d'électrocardiogramme, je n'arrive pas à comprendre. Donc c'est un modèle chaotique, parce que je ne peux pas le reproduire en labo. Mais en réalité, c'était notre suffisance et notre arrogance qui faisait qu'on n'arrivait pas à le reproduire. Je reconnais que le mec s'est pointé au bon moment, les craies commençaient à sortir, les gros ordinateurs de la NASA, et on commençait à lancer du gros calcul. Et comme par hasard, 90% des équations chaotiques qui n'étaient pas reproductibles en labo sont désormais reproductibles. Donc on est passé d'un modèle chaotique à un modèle maintenant parfaitement assemblé et reproductible. Donc la théorie du chaos aujourd'hui est aussi importante pour ceux qui rentrent maintenant au deuxième cycle que la théorie de la relativité pour nous il y a 30 ou 40 ans. Donc là, c'est le chaos mathématique que vous allez retrouver partout. Et il y a en même temps le chaos au sens géopolitique. Bon, ça, c'est aussi une passion qu'on a. C'est de dire, par exemple, voilà, en Irak, quel problème irakien? Alors, les gens nous disent, ça peut être les Américains contre les Irakiens. Après, les mecs un peu plus fufutes nous disent, c'est sunnite contre chiite. On dit non, c'est une guerre interchiite entre les chiites de Najdaf et les chiites de Qom. Qui aura les marais de Bassora? Ceux qui auront les marais de Bassora pourront remonter le long des Patchounes, passer par la tribu des Saouds et avoir la main mise sur l'Irak et en même temps l'Arabie Saoudite. Donc on a une grille de lecture interne. Ça nous est arrivé par exemple de peindre des personnages clés qui arriveront que 8 ans après dedans. Je prends l'exemple de Nasrallah qui mettra Bas Israël dans l'attaque de Tzal sur les fermes de Sheba. On avait peint Nasrallah 8 ans avant. Ahmadinejad qui est peint ici, vous voyez ça, on l'a peint avant qu'il soit maire de Téhéran. Donc il y a souvent des personnages clés qu'on peint des années avant. Et puis on parle aussi des personnages iconographiques, des images qui sont, j'étais associé à l'époque, j'étais vice-président avec Reuters Images Monde, avec Monique Villa, et dans ces cas-là, on peint aussi des iconographies, des images qui ont fait le tour du monde, un peu comme la petite fille qui a été brûlée au napalm au Vietnam. Ces images-là, à un moment donné, rentrent dans l'inconscient collectif. Il n'y a plus de notion de copyright, de la famille, de quoi que ce soit. Elles appartiennent, je dirais, à un commun de l'humanité. Et donc, on va prendre ces images et toute la logique de la demeure, par rapport à nous qui étions agence de presse photo, c'est qu'on délégende. C'est-à-dire qu'on dit, c'était qui disait, c'est la légende qui crée la photo. Ce qui est vrai. Je légende, je donne la date, je situe le chose, je demande toujours à mes photographes, mes journalistes, situe bien la date, le contexte, la situation. Justement, en délégendant, les gens projettent ce qu'ils veulent. Voilà. C'est juste quelques grilles de lecture. Avec ça, Marc peut vous plonger en immersion totale. Il est où d'ailleurs? Il est là. Ok, donc voilà, tout est possible. Il y a beaucoup de récupération. On va aux quatre coins, dans les cases, dans des trucs. Puis des gens qui nous amènent des trucs sympas. Donc voilà, et puis le reste du temps, on sculpte, on aménage. Vous voyez, par exemple, ça, les cages de l'enfer, c'est pratiquement 1800 éléments d'acier que j'ai soudés en l'espace de 15 ans.
Donc voilà, on a dû passer quand même pas mal de matériaux. Je crois qu'il y a 1800, on avait calculé, on a passé 1800 super. tonnes d'acier. Bah écoute, un cadeau que je te Ah fais. bah le voilà. Voilà. Génial. Et c'est celui qui, effectivement, Qui est en en réalité réalité augmentée. augmentée, Oui, tout à il fait. me l'a montré. Avec l'application. On est à Cool. fond dessus. Bah, merci. C'est génial. Ils m'ont fait un tirage pour toi. Ouais, 1000 remerciements parce que c'est génial. On en parlait, regardez avec Yann. Alors justement, on est en train de travailler dessus avec Marc. C'est hallucinant. Quoi. C'est un point d'avance extraordinaire, mais à tous les niveaux. Et ça peut être très pédagogique, notamment entre autres dans la culture. Ça a été augmenté, peut aller très loin. Entre autres, si on veut éviter que certains monuments culturels dépérissent ou des choses comme ça, les ruines d'Angkor ou ailleurs, la réalité augmentée peut énormément aider. C'est des endroits où les touristes, c'est un massacre, on le veuille ou non. Donc ça peut aller très loin. En médecine, ça va aussi très loin. C'est la première application. Ouais, première application, voilà, c'est ce que je pensais. Hein. Et ben voilà, donc un gros bisou à tous. Merci beaucoup. Je vous laisse, vous voulez combien de livres? 5-6 livres? Vous arrivez à vous les dispatcher entre vous, vous êtes groupés? On se débrouillera. Oui, Hein, bon Marc, tu prends 2 caisses de livres, ça en fait 8 livres. Hein? Ouais. Ah oui, non, ils vont pas les penser avant. Non. Ok. Voilà, puis dans le livre, vous verrez, il est bilingue, vous avez tout dedans, et puis vous avez toute la philosophie. Bon, il y a des textes un peu chauds du scalp, mais ça, voilà. On est ce qu'on est et on reste ce qu'on est. Ok. C'est bien. Merci Bon voyage, merci beaucoup. Salut. Bonne immersion surtout. Salut et merci. Merci mon Yann. Et puis, À je vous bientôt. en Ouais. Gros merci. Toi aussi. Et puis donc, on se dit. Bah non, toc. Ouais. Ok. On se toque. Vous aurez mon